Quand on prononce le mot karité, les Occidentaux n'y associent souvent que le beurre de karité et ses nombreux bienfaits dans le domaine cosmétique. C'est ignorer l'histoire du beurre de karité qui est depuis longtemps utilisé en Afrique pour sa consommation dans le domaine alimentaire, tout comme l'huile de coton, l'huile d'argan et bien d'autres huiles végétales. Tout d'abord, l'histoire du beurre de karité commence par l'arbre, le karité. Il pousse en Afrique sur une large bande qui va de l'Éthiopie à l'est jusqu'au Sénégal à l'ouest. Mais la plus grande concentration d'arbres se trouve en Afrique de l'Ouest. On reconnaît facilement l'arbre à l'aspect très particulier de son tronc strié et crevassé, comme une tablette de chocolat. L'arbre est aussi reconnaissable à ses bouquets de feuilles oblongues aux bords ondulés. Au moment de la saison sèche, l'arbre fleurit pendant une période de plusieurs mois. On peut d'ailleurs trouver dans le commerce du miel de fleurs de karité. L'arbre produit ensuite un fruit de forme ovoïde qui tombe au sol en saison des pluies et que l'on ramasse généralement de juin à juillet. C'est pendant cette saison des pluies qu'apparaissent des chenilles issues de la noix de karité, les chitoumous. On les ramasse lorsqu'elles tombent au sol. On peut ensuite les consommer grillées, en accompagnement ou pourquoi pas sur une pizza. Les fruits sont ensuite ébouillantés pour être débarrassés de leur pulpe et obtenir une noix à l'écorce brillante. Puis on en extrait l'amande par concassage. Il est ensuite séché au soleil ou sur des fours, puis stocké. Nous allons d'abord nous rendre à Ouagadougou, au Burkina Faso, la patrie des hommes intègres, pour découvrir la suite de l'histoire du karité. On arrive à Ouaga généralement le soir. Même à la nuit tombante, la circulation y est intense. Le lendemain matin, nous nous rendons au CEAS pour y rencontrer des spécialistes du karité. Dès que vous arrivez à la maison, Oui. vous dépulpez le produit, vous le passez à la vapeur ou à l'eau bouillante, vous le séchez directement. Une fois que c'est sèche, vous laissez dans les coques sans les casser, tant que vous n'aurez pas besoin de l'utiliser immédiatement. D'accord. Donc si ces itinéraires-là sont suivis étape par étape, vous aurez un produit de bonne qualité. Alors, dans le temps, qu'est-ce que les gens faisaient? Une fois qu'ils partent, ils forcent, ils secouent l'arbre, les fruits tombent d'eux-mêmes, donc ils ramassent tout. Il y a des noix qui n'ont pas atteint la maturité maximum. Donc c'est mélangé avec les autres noix. D'accord. Et arrivé à la maison, ils les stockent dans des trous. Oui. Ça y est, là, ça fait 5 jours, une semaine, ils ne font qu'envoyer et stocker. Alors que pendant la saison pluvieuse, il y a l'eau qui tombe là-dessus. Et avec les amandes, il y a une réaction qui se produit avec les amandes. Une réaction début de germination, par exemple, du produit. Une fois que ça arrive au niveau des amandes et que vous le traitez, vous n'aurez pas du beurre de qualité, de bonne qualité. D'accord. Et aussi, dans le séchage, les femmes fumaient. Une fois que vous fumez le produit, il y a l'effet de la fumée, de cette chaleur-là, qui joue sur le... Mais elle fume le produit pour le sécher peut-être? Pour sécher. Mais ça joue sur le produit, puisqu'à la fin de la production, vous aurez un beurre qui sent très mauvais. Ouais. Voilà, l'odeur du beurre est très caractéristique et c'est pas beaucoup apprécié. Vous mettez la chaleur seulement qui va sécher le produit sans qu'il n'y ait de la fumée. Et là, le séchage se fait sans problème. À ce moment, il ne faudrait pas que ça dépasse les 72 heures. Ouais. Donc il faut que ce soit bien organisé dans le temps. Voilà. Et avec un processus qui suit vraiment les caractéristiques et le respect des caractéristiques intrinsèques de l'amande. C'est curieux, quand on fait chauffer la graine, il y a une odeur de chocolat. De chocolat qui s'évapore, c'est l'odeur caractéristique de l'amande. Ouais. Parce que quand vous le chauffez,
ces arômes qui sont contenus dans les amandes là, se détachent petit à petit maintenant et s'évaporent. Et ces arômes-là qui indiquent que l'amande est prête et que vous devrez arrêter la torréfaction. Ouais. Voilà. Donc comme c'est des protéines qui sont dedans, le chauffage permet de couper les liaisons entre les différentes protéines pour faciliter l'extraction donc, de la matière grasse. D'accord. Facilitera l'extraction au niveau donc, du froid pendant le barattage pour libérer facilement la matière grasse qui est récupérée après pour la filtration et les autres étapes de la production du beurre. Okay. Oui, ça peut aller jusqu'à 15 mètres. Parce que c'est un arbre qui dure et au fur et à mesure ça monte. Donc de 2 mètres 50, 3 mètres jusqu'à 15 mètres non, 15 mètres c'est trop. Oui. 15 mètres c'est trop, on peut aller jusqu'à 5 mètres tout au plus de hauteur. Oui. Et ça vit très longtemps cet arbre. Oui, ça vit très longtemps. Ça peut aller jusqu'à 100 ans, 200 ans en fonction des conditions climatiques. Oui. Et c'est ce qui fait la difficulté du reboisement du karité. Ouais. Parce que quand on les plante, l'entretien depuis le jeune âge jusqu'à 5 ans, 6 ans de truc, c'est vraiment difficile. Ouais. Donc, même si vous le plantez aujourd'hui, vous n'aurez pas la chance peut-être de profiter de ces fruits après. Il faut attendre combien de temps pour avoir les fruits? Au minimum 10 ans pour pouvoir avoir les débuts de fruits. Mais si vous faites un greffage à partir de la 5e année, 4e année, vous avez déjà le fruit. D'accord. Si on ne fait pas le greffage... si on ne fait pas le greffage pour le processus naturel, vous avez au minimum 10 ans. D'accord. 10 ans pour que vous puissiez vraiment avoir les premiers fruits de l'arbre. Ok. Avec 3 kg d'amandes de karité, vous avez donc 1 kg de beurre de karité. C'est un rapport de 1 tiers. D'accord. Si vous maîtrisez vraiment le processus, vous aurez encore plus de beurre. Au moins peut-être en plus de 1 kg, vous aurez peut-être 0,50 ou 0,2, 0,3 le truc à ajouter. Voilà, si vraiment vous maîtrisez le processus. Dans les différentes explications, l'arbre du beurre, le karité ou l'arbre du beurre. D'accord. Par exemple, les mots aussi dit tama, qui est le karité. Les bambara disent si, qui est encore le karité. Et maintenant, l'huile est dit autrement. Les bambara disent sitrou. Voilà. Trou là, ça c'est l'huile. Et si là, ça c'est le karité. D'accord. Alors pour extraire, la première chose à faire, c'est de broyer. Plus c'est fin, plus on arrivera à extraire facilement le karité. Alors c'est long, et on peut voir à la forme de la pierre qu'elle a déjà pris quelques coups sur la tête. Alors, pour pouvoir extraire le karité, qui est dans les cellules de la noix de karité, il va falloir chauffer, torréfier, brûler les protéines, mais juste à la bonne température. Et la bonne température,
c'est avec la main. Voilà, c'est la main qui dit tout. Hein, je pose la main et la main me dit si c'est bien ou c'est pas bien. Trop chaud, on détruirait le karité, l'huile. Hein, trop froid, on aurait une mauvaise extraction. C'est sûr que pour extraire le karité, la première chose à faire, c'est de fragmenter, d'avoir des particules de plus petite taille, puisque c'est l'huile qu'on veut extraire, et plus c'est petit, plus on arrivera à extraire. Voilà, le karité, ça y est, il est torréfié, il faut le refroidir. On l'étale sur une bâche jusqu'au lendemain pour l'emmener au moulin. Nous voilà au moulin. Et là, c'est absolument incroyable. Regardez sa jambe, elle est près de la courroie. Les conditions de sécurité, on est dans le noir, les mains sont juste à côté. Et la magie, c'est un produit qui était solide et après avoir été broyé, il sort liquide. Déjà, on a le gras qui est là, qui avec l'effet du broyage finalement voilà, ça a durci. Donc en fait on va décoller cette espèce de karité avec cette protéine, ces huiles, on va le décoller, on va le mettre dans de l'eau. Voilà. Alors on lave tout, on perd rien, ça coûte cher et il ne s'agit pas d'en perdre. Alors on dilue l'espèce de pâte broyée dans de l'eau tiède et avec la main on casse absolument tous les grumeaux. Voilà, ça a une odeur absolument délicieuse de chocolat. On en mangerait, c'est très très bon. C'est une odeur absolument gourmande. Voilà, encore quelques grumeaux. Et on va pouvoir commencer à baratiner comme on baratte du beurre. Et à force d'agitation et regarder ce mouvement qui est très dur à faire et que nous-mêmes on tient quelques minutes alors qu'elle tient ça pendant toute la matinée. Enfin, toute cette agitation va permettre au beurre de s'agglomérer et on voit la couleur qui commence à changer, hein, ça commence à blanchir. Vous voyez cette couleur irisée, voilà, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est une opération mécanique qui demande une force formidable. Donc on va le rediluer avec de l'eau, pareil, toujours à la bonne température, un petit peu d'eau chaude, un petit peu d'eau froide. Et regardez, tout d'un coup, c'est magique, il y a le karité qui remonte à la surface. Alors ce karité, il est sale, il faut le séparer de toute cette eau en fait, hein, et qui contient les résidus, les protéines, les sucres, voilà, on les sort bien. Et vous voyez, ça commence un petit peu à blanchir. Et là, un petit geste absolument magique parce qu'on ne veut rien perdre. Alors avec la main, on racle bien et puis on fait des petits mouvements pour tout amener sur le bord de la bassine. Et on relave.
prend, on les sort. Toujours pareil, un peu d'eau froide, un peu d'eau chaude. Et on relave et on ressort. Et après le troisième lavage, le karité commence à devenir déjà beaucoup plus blanc. Et maintenant on va pouvoir chauffer ce karité qui contient beaucoup d'eau, malgré tout, même si on a essoré, parce que maintenant il va falloir éliminer l'eau. D'ailleurs, en fait, pour pas mettre trop d'eau, regardez, hop, on ramasse le karité. Voilà, un petit grain, c'est un petit grain. Voilà. Et le karité est mis à chauffer. Pendant ce temps-là, il faut faire un petit peu de bois. Et alors là, la technique est absolument étonnante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement latéral qui va permettre de fendre le bois. On ne coupe pas, on éclate. Pendant que le karité bout, on récupère tout avec un racloir ce qui pourrait rester. On tourne de temps en temps pour éviter des surchauffes locales et puis pour permettre à l'eau de remonter en surface. Et on va s'occuper de toutes ces boues qu'on va aller remettre. D'abord on va décanter. Et puis ensuite, voilà, les vieilles boues qui ont servi déjà auparavant, qui avaient été décantées dans une jarre, on les fait sécher, ça servira de combustible. Et le liquide, on le met, le nouveau liquide qu'on vient d'obtenir, on le met à décanter. Voilà. Alors là, ce petit au-dessus du karité, il y a des petits dépôts qui remontent, qui sont très très bons en cuisine, qui servent de condiments. Et on les récupère à la louche, là c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, il faut relaver ce karité, donc on le remouille. Donc le karité sera à la surface, l'eau au fond. Donc de faire cette opération, ça va encore permettre d'éliminer les impuretés. Et là maintenant, sans bouger, avec une calebasse, on récupère l'huile de karité. Ensuite, on continue à la louche quand il reste plus beaucoup d'huile. Et encore un geste absolument magique. Quand il en reste presque plus, à ce moment-là, on va utiliser la main. Puisque la main, en se collant à la surface, va récupérer l'huile et laisser l'eau dans le fond du récipient. Et le petit côté magique, un peu d'acide ascorbique parce qu'on a toujours fait ça. Et en fait, on voit d'ailleurs que quand on met le citron,
on a encore des remontées à la surface, qu'on va pouvoir encore ramasser à la louche, encore des impuretés qui vont remonter. Alors là, c'est la dernière eau qui reste. Le karité ne doit pas, pour sa conservation, contenir de l'eau. Un petit peu comme le beurre, longue conservation. C'est l'eau qui va permettre aux bactéries d'hydrolyser et de donner un goût de rance. Et c'est pareil pour le karité. Il ne faut pas d'eau du tout, en fait, le minimum d'eau. Et le lendemain, donc on a voulu emmener du karité en France dans ce petit bidon jaune. Voilà, on refait fondre le karité et on voit qu'il est parfaitement blanc. Alors, dans le cas d'impureté, on met un petit tamis pour filtrer. Les analyses que nous effectuons sur le beurre de qualité, donc on fait d'habitude des analyses portant sur 4 paramètres d'analyse, à savoir donc le taux d'acidité dans le produit, le taux d'humidité résiduelle, le taux d'impureté et l'indice de peroxyde. D'accord. Le taux d'acidité, c'est le paramètre d'analyse le plus important parmi les 4 qu'on a cités, dans la mesure où parmi ces 4 paramètres, donc c'est le seul qui ne puisse pas, en fait les 3 autres paramètres peuvent être facilement contrôlés par le producteur. Par contre, le taux d'acidité, ça c'est vraiment très difficile. Par exemple, le taux d'impureté, il suffit de filtrer avec un filtre pour éliminer les impuretés afin d'avoir 0% d'impureté dans le produit. Oui. Le taux d'humidité, il suffit de chauffer donc suffisamment pour éliminer toutes les traces d'eau. Oui. Maintenant, l'indice de peroxyde, lui, il est lié aussi au taux d'humidité, au taux d'acidité. Donc, alors, si on arrive à contrôler le taux d'acidité, et en même temps, on aura un bon taux, un bon indice de peroxyde. D'accord. Ok. Et donc l'acidité, dont les normes dans le domaine du cosmétique demandent d'avoir moins de 1% d'acidité dans le produit. D'accord. Donc on va voir ensemble comment on effectue ce taux d'acidité. Ici c'est la solution de soude qui va servir à doser l'acidité dans le produit. Oui. Donc on va donc le mettre dans la burette. On va d'abord ajouter 15 ml 15 gouttes de phénolphtaléine. Et on va donc peser 5 grammes de beurre de qualité. Donc 59 grammes de beurre de qualité. On va d'abord chauffer pour fondre, dissoudre le beurre.
Donc ça nous donne un taux d'acidité de 4,18. C'est ça. Donc l'acidité est donc égale à 4,18%. Bon, là, au moment du barattage, là, il n'y a pas tellement d'incidence sur l'acidité. Mais après le barattage, on obtient l'émulsion qui commence à apparaître. Et on ajoute l'eau au beurre en cours de barattage pour obtenir de l'émulsion. Et donc, il faut donc laver l'émulsion à plusieurs reprises pour éliminer le maximum de résidus possibles. Et là, c'est maintenant le taux d'impurité qui entre en jeu maintenant. Il faut donc bien rincer au moment du lavage de l'émulsion pour éliminer le maximum de résidus. Oui. Et une fois qu'on a obtenu maintenant l'émulsion, on le met maintenant dans la marmite pour chauffer et puis éliminer l'eau. Oui. Et là aussi à ce niveau, il ne faut pas chauffer à une température trop élevée, il faut chauffer à une température modérée juste pour éliminer l'eau de l'émulsion. Oui. Et là, en ce moment, il y a donc le taux d'humidité qui entre en jeu. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop chauffer, mais il faut chauffer suffisamment pour éliminer le maximum d'eau possible. Oui. Maintenant, mais si on chauffe trop en ce moment, ça va jouer sur l'acidité du produit. Donc il faut chauffer modérément. Alors donc dès qu'on s'est rendu compte que toute l'eau a disparu du produit, on obtient en ce moment donc le beurre de qualité liquide et qu'on recueille dans un récipient, on laisse refroidir et puis on va procéder maintenant au premier filtrage avec seulement un linge propre. Oui. Et puis maintenant, mais ce filtrage ne suffit pas donc pour éliminer toutes les impuretés. Donc pour être sûr d'éliminer toutes les impuretés, il faut filtrer le beurre avec un filtre semi-moderne qui a été mis au point par nos artisans, qui est assez efficace, puisque chaque beurre qui a été filtré avec ce filtre semi-moderne-là donc donne toujours un taux d'impureté de 0%. Vous l'avez ici. Voilà, ça c'est les cuves là, pour les barattes à beurre de qualité. Donc on est presque à la phase finale, donc il nous reste le montage à faire. Donc voilà, vous voyez à l'intérieur, les palettes qui sont à l'intérieur là, voilà, c'est ça qui nous permet de battre tout doucement, et puis en 15 minutes, l'opération est terminée, et puis on recommence une autre opération. Là c'est plus facile. Mais par exemple, la quantité de production, ça dépend des utilisateurs ou des utilisatrices. Oui. S'il y a beaucoup de personnes, ils se relaient et puis ça va très vite, quoi. Voilà. Comme ça. Les gens préfèrent ce qui est manuel pour se relier et puis faire. Parce que même si c'est avec des moteurs diesel, tu es obligé de mettre du benzine. Bah oui. Ouais. Donc je pense que ça, c'est les meilleurs et puis c'est bon, quoi. Je ne dis pas que les autres ne sont pas les meilleurs, c'est bien, mais il y a des gens aussi qui préfèrent les utiliser aussi. Donc les deux versions, nous on les utilise, c'est bon. Nous on fabrique les deux versions aussi. La production de beurre de qualité, c'est toute une chaîne. D'abord, il faut avoir un torréfacteur. Le rôle du torréfacteur, c'est quoi? C'est pour pouvoir torréfier les amandes de qualité là. Et là, quand les amandes sont bien torréfiées, d'abord il y a beaucoup de beurre qui sort et puis la qualité est plus meilleure. Mais si c'est fait à froid, c'est pas meilleur et puis ça ne sort pas beaucoup. Mais si c'est bien torréfié, on gagne en quantité et en qualité. C'est pourquoi il faut torréfier. Effectivement, ici au CAS, nous on utilise le beurre de qualité pour faire les pommades, les savons. On a jusqu'à 11 types de savons faits à base de beurre de qualité et d'autres produits. Il y a le Nîmes, il y a le miel, le henné, l'aloès, l'argile verte, l'argile rouge. Tout ce qu'on peut utiliser comme adjuvant pour faire le savon, on l'utilise. Oui. On utilise au moins 65% de beurre de qualité dans nos productions de savon. Et on utilise aussi le beurre de qualité pour faire les pommades, les baumes de massage, les baumes à lèvres, les crèmes, les shampoings, les démêlants.
Et c'est vrai qu'on utilise aussi le beurre de karité pour le chocolat, mais au CAS, on n'a pas encore cette technologie. Mais on a utilisé le beurre de karité pour faire des tartines, des tartes à pain. Voilà, où on ajoute la poudre de chocolat dedans, avec un peu de sucre, avec un peu de pâte d'arachide. Et au lieu d'acheter les tartes de chocolat qui coûtent cher, nous on fait ça comme ça localement pour mettre sur le pain et c'est délicieux aussi. Le beurre de karité peut être mélangé à l'huile de coton selon les besoins des clients. Il y en a qui trouvent que le beurre de karité uniquement, ça sent fort. Donc il faut le mélanger soit à l'huile de coton, à l'huile de coco, à l'huile d'olive, selon ce qu'on veut, la texture qu'on veut et ce qu'on recherche sur la peau. Le beurre de karité, c'est un produit qui est insaponifiable. Donc quand on l'utilise seul, il est toujours gras. Voilà, donc il faut ajouter d'autres produits pour le mélanger, pour que ce soit homogène pour la peau. Voilà, le beurre de karité en Afrique, dans un premier temps, c'est pour l'alimentaire. On l'utilise pour consommer, pour faire nos sauces, pour mettre comme baume. Donc, l'objectif principal, c'était de pouvoir consommer notre huile qu'on produit. Et c'est après qu'on a découvert que le beurre de karité avait beaucoup de vertus sur la peau et autres. Donc maintenant c'est devenu aussi cosmétique qu'alimentaire. Le beurre de karité lui-même en tant que tel a plusieurs odeurs selon les régions ici au Burkina. Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de transformation de la manne de karité. Si vous allez au nord, et ils font l'ensillage, c'est-à-dire qu'ils mettent les amandes dans des trous, indépendamment de leur volonté, parce que comme au nord les femmes travaillent beaucoup, elles cultivent, alors qu'au sud-ouest les femmes ne cultivent pas, donc elles ont un peu de liberté. Donc au nord elles ramassent les noix, parce que les noix tombent au moment des cultures, donc elles n'ont pas le temps de transformer ces noix là. Elles font des trous et elles mettent les noix dedans, elles ferment et elles vont qu'à leurs occupations, elles cultivent. Et c'est après les récoltes, elles partent déterrer ces noix qu'elles viennent transformer. Et en ce moment, la noix a eu le temps de pourrir dans le trou parce qu'il y a l'eau des pluies qui rentre dedans, la terre, et ça pourrit. Et quand on prend cette noix pour transformer en beurre de karité, il y a une odeur très très forte qui dégage dans ce beurre-là. Et au sud-ouest, quand vous arrivez là-bas, les femmes ont une certaine liberté. Donc, elles ramassent les noix directement, elles viennent les faire cuire, elles sèchent au soleil et ça n'a pas le temps de pourrir. Et quand tu fais le beurre, ça a une odeur très très agréable. Voilà, et là, quand tu consommes, on ne peut même pas savoir que c'est le beurre de karité. Mais il y a toujours des gens aussi qui préfèrent le beurre avec l'odeur forte parce que ça fait partie de leur culture, c'est leur habitude, donc ils sont habitués à ça. Et quand tu prends un autre beurre qui n'a pas cette odeur, ils trouvent que ce n'est pas du beurre de qualité. Ils pensent que c'est mélangé à quelque chose d'autre, c'est pas pur, alors que c'est pur. L'ouest, on fait le coton, ils cultivent beaucoup de coton là-bas, donc c'est une huile qu'ils peuvent trouver facilement. Donc, ils mélangent le beurre de karité à l'huile de coton pour faire les savons, les pommades et autres. Et au centre ici, ils préfèrent utiliser l'huile de coco qui vient aussi de la Côte d'Ivoire, mais qui est aussi agréable, qui donne une mousse assez importante dans la fabrication de savon. Voilà, mais le beurre de karité, lui seul, en tant que tel, pour faire un savon, ça ne donne pas un beau savon. Parce que c'est vrai que c'est bon pour la peau, mais pour la lessive, ça ne va pas. Donc, il faut toujours mélanger le beurre de karité. La vie courante au Burkina Faso est rythmée par 2 saisons. La saison des pluies et la saison sèche. Quelle que soit la saison, le beurre de karité apporte ses bienfaits dans la vie de tous les jours,
dans de nombreux domaines. C'est par exemple le cas pour les femmes pendant leur maternité et aussi pour leurs bébés. Il est aussi apprécié suite à l'utilisation importante de piments au cours des repas ou suite à la respiration de poussières soulevées par la circulation routière ou le vent. Le bienfait du beurre de karité, depuis l'Antiquité, on est né trouvé. Hein. Le beurre de karité, quand nos mamans sont enceintes, on peut mettre le beurre de karité sur le ventre. Chaque fois, badigeonner son ventre de beurre de karité. Là, quand tu accouches, tu n'as pas de vergeture sur le ventre. Et quand le bébé sort, il faut tout de suite mettre le beurre de karité sur lui. Et ça commence là. Et ensuite, le beurre de karité, on le consomme quand on a des problèmes gastriques, les ulcères, quand tu manges le piment. Vous savez, en Afrique, les femmes consomment, tout le monde consomme beaucoup de piment, malgré qu'il fait chaud. Donc, il y a des moments où on a des ulcères. Quand tu manges le piment, ça te brûle le ventre. Mais quand il y a le beurre de karité dans le repas, quand tu manges, dès que ça arrive, ça se forme, ce n'est plus liquide. Et en ce moment, quand tu manges le piment, ça n'atteint pas la plaie qui est dans le ventre. Donc le beurre de karité fait un pansement gastrique. Aussi, on a beaucoup de poussière chez nous. Donc le soir, on peut mettre le beurre de karité dans les narines pour que ça ne sèche pas. Et ça absorbe la poussière. Et le lendemain, curieusement, quand tu te lèves, tu craches ça et tu enlèves toute la poussière que tu as avalée la nuit dernière. Quand il fait très froid, on met le beurre de karité sur la peau. Ça nous protège aussi contre le froid. Et même quand les pieds sont fendillés, il suffit seulement de mettre du beurre de karité autour des pieds et tu mets des chaussettes. Ça adoucit. Et tout ça, c'est les bienfaits du beurre de karité. Ouais. Voilà. Avant, on ne connaissait pas qu'il fallait utiliser le beurre de karité pour faire des savons. On utilisait pour faire des savons traditionnels avec la potasse. Ça, c'est nos mamans qui le faisaient. Mais à un moment donné, quand on a découvert qu'on pouvait utiliser le beurre de karité et d'autres huiles pour faire les savons, on n'imaginait pas qu'ici au Burkina, nous aussi on pouvait le faire. On pensait que tous les savons qu'on voyait venaient de l'Europe. Voilà, et petit à petit, avec l'évolution, nous aussi on a découvert qu'on pouvait utiliser nos beurres avec d'autres beurres comme l'huile d'arachide, le coton pour faire des savons. Et voilà, c'est arrivé, tout le monde peut faire son savon avec le beurre de karité. Et ensuite, on a découvert aussi qu'on pouvait faire des pommades, on pouvait faire les laits, les crèmes, les shampoings, en ajoutant le beurre de karité qui adoucit très bien les cheveux.
Et quand on a les cheveux très durs, il suffit seulement de faire des bains de qualité. Par semaine, tu peux badigeonner ta tête de bain de qualité et attacher un mouchoir, tu vaquer à tes occupations. Le soir, tu laves très bien tes cheveux. Et par semaine, tu renouvelles et ça adoucit les cheveux, ça traite la cuisse chevelue et c'est parfait. Merci Claudette. Merci à vous aussi de nous permettre de montrer le travail des femmes au Burkina, en Afrique, aux Européens. C'est vrai que le bain de qualité, aujourd'hui n'est pas une affaire de l'Afrique seulement, mais du monde entier, parce que tout le monde en utilise aujourd'hui. Et grâce à votre travail, j'espère que le bain de qualité aura de la valeur. Alors, c'est une méthode, une médecine, elle fait partie, la réflexologie, des médecines douces, la médecine alternative, on les appelle comme ça, et complémentaire. C'est une technique une thérapie manuelle, qui s'apparente à la kinésiologie, la kinésithérapie, l'ostéopathie ou la chiropraxie. Elle peut être recommandée pour différents types de soins, mais essentiellement pour tout ce qui est troubles fonctionnels. La méthode utilisée, la méthode de la réflexologie repose sur des pressions qu'on exerce avec la pulpe du doigt, du pouce essentiellement, mais on peut aussi utiliser tous les doigts. Et on exerce une pression, pas très forte d'ailleurs, puisque cette pression-là, elle est uniquement entre le derme et l'épiderme. Je ne sais pas si je suis assez claire. On part du principe que le corps, que le pied est la représentation miniaturisée du corps, c'est-à-dire que sur le pied, on va retrouver toutes les parties du corps qui vont être représentées par voie réflexe, par reflet. Moi, j'utilise donc le karité pour m'aider dans les sensations du toucher, de la texture de la peau. La peau, grâce à cette crème de karité, va s'assouplir, s'hydrater, et j'en utilise très très peu et essentiellement sur les pieds secs. Pas chez les jeunes enfants qui en général ont une peau très très souple, mais sur les adultes, les jeunes adultes et les vieilles personnes. Donc j'applique le karité en couche très fine et ça va me permettre donc d'hydrater la peau et de mieux sentir les différentes couches. J'en mets peu parce que j'ai juste besoin que mon doigt glisse et pas que le pied soit glissant en fait. Pourquoi le karité ? Parce qu'en fait je trouve que c'est une matière qui est agréable à travailler, pénétrante, et qui va rapidement en fait s'estomper et ça va me permettre d'aller un petit peu plus profond dans les tissus. Ça aussi permet d'éliminer certaines callosités, donc c'est très pratique. Et puis un pied qui a une callosité, pour un réflexologue, c'est un blocage énergétique. Donc moins il y a de callosité, plus la personne est bien portante. Voilà. J'ai tendance à prendre, avant ma séance, je mets du karité sur le dessus de mes mains et ça me permet de le faire fondre parce que en fait le karité, quand il est dans son pot, son pot comme ceci là, il est solide
relativement solide. Et moi, j'en ai besoin, mais j'ai besoin qu'il soit souple. Donc, je le prends, je le mets sur le dessus de la main et tout pendant que je commence ma séance, le karité va fondre et je vais récupérer avec mon pouce de petites quantités de karité et l'utiliser à la bonne température, à la bonne consistance. Voilà. Je travaille bien quand les pieds ont la consistance idéale pour moi, hein, très souple, avec un accès facile, parce que quand les pieds sont secs, ils sont rêches et mes pouces, mes mains accrochent sur la peau. Et ça m'est désagréable, et c'est aussi désagréable à la personne parce que si le doigt bute, hein, il n'y a pas de fluidité dans le geste. Ça ne chatouille pas effectivement, mais ça je ne l'avais pas notifié. Mais oui, ça ne chatouille, ça permet que justement comme le doigt n'accroche pas, ça ne va pas chatouiller. Ça apporte un confort et en fin de séance, je mets toujours un petit peu plus de karité pour être dans la relaxation et ça donne un soin enveloppant. On a vu que le beurre de karité est utilisé en Afrique depuis longtemps dans l'alimentation. Aujourd'hui, on peut aussi en trouver en France dans des glaces alimentaires. Ça leur donne une certaine onctuosité et une saveur qui sort de l'ordinaire. Parmi toutes ces glaces, la saveur baobab est très originale, car le baobab africain est surtout connu pour sa majesté et pour les légendes et croyances qui l'entourent. Mais il donne aussi des fleurs qui donnent ensuite des fruits qu'on appelle pain de singe. Ils pendent aux branches un peu comme une guirlande. Ce pain de singe contient une pulpe blanchâtre qui possède un goût acidulé. Une fois mise en poudre, elle est utilisée dans des bonbons, de l'huile, des biscuits secs, des boissons et des glaces. Donc tout comme le beurre de karité, la poudre de pain de singe se mange aussi. Le long chemin parcouru par le karité au cours de son histoire et depuis plusieurs siècles l'a conduit jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est le travail laborieux des femmes en Afrique qui lui a permis de conserver sa valeur au cours du temps. Le karité, c'est l'or des femmes.